Aujourd'hui, les émotions et trauma. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ben, on va un peu démêler tout ça avec Céline Guérin, qui est docteur en neurosciences et thérapeute Peak States. Bonjour Céline. Bonjour Stéphane. Et moi, Bonjour Stéphane. je suis coach en communication, préparation mentale et je viens de terminer la formation en psychotraumatologie de l'Institute for the Study of Peak States. Alors, les émotions, comment tu décrirais en tant que neuroscientifique, qu'est-ce que c'est une émotion? Alors, en tant que neuroscientifique, c'est vrai que la définition des émotions, euh, elle se passe au niveau du cerveau principalement. Alors, c'est vrai qu'on connaît différentes aires cérébrales qui vont être associées à différentes émotions, notamment la peur, mais aussi la joie, enfin, toutes sortes d'émotions. En fait, on est capable de les mesurer dans le cerveau puis de les observer. Mais en fait, quand on commence à s'intéresser à la psychologie, là, ça devient déjà un petit peu plus complexe de définir les émotions. C'est en fait quelque chose qui est assez flou. Moi, pendant des années, j'ai essayé de comprendre. Alors, je ne suis pas psychologue à l'origine, mais j'ai lu pas mal d'ouvrages et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y a presque autant de définitions des émotions que de courants psychologiques. Il y a les émotions primaires, les émotions secondaires. Il y a justement des liens avec différentes aires cérébrales, une fois de plus avec des émotions qui sont plutôt reptiliennes, enfin plutôt en lien avec le cerveau reptilien, le cerveau de la survie, et puis d'autres qui sont en lien avec le cerveau limbique principalement. Mais il y en a aussi qui sont en lien avec le néocortex. Donc voilà, c'est assez difficile de s'y retrouver dans tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut partir de quelques émotions de base, comme la peur, la joie, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût, et on peut les décliner en tout un tas d'autres émotions secondaires. Et c'est là où les classifications ne mettent pas tout le monde d'accord. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez vaste, en fait, pour décrire une émotion. Et j'ajouterais qu'il y a des composantes, en fait, physiologiques. C'est ce qui va agir sur le ressenti. Alors peut-être tu as envie de nous dire comment toi tu abordes les émotions avec les personnes que tu coaches. Alors, dans ma réalité, c'est encore très tabou. Souvent, mes clients, lorsque je parle d'émotion, c'est comme si, oh non, je ne veux pas parler de ça, non, touche pas à ça. C'est comme si automatiquement c'est négatif. Et je leur dis, nous sommes des êtres d'émotions. Nous ressentons à tout moment toutes sortes d'émotions. Et le but, c'est simplement d'entrer en contact avec soi pour être conscient de ce qu'on ressent. Et mes clients, bon, souvent, ils vont évoquer la peur, hein, la peur, le stress. Mais lorsque je leur demande de me décrire les émotions, souvent, ce sont les émotions de base qui reviennent et je leur explique qu'il y a beaucoup plus que ces émotions de base. Mais l'important pour moi, c'est d'amener le client à connecter avec l'émotion, à ressentir l'émotion, alors que souvent, on a tendance soit à fuir, soit à nier l'émotion ou à la combattre. Tout à fait, et à chercher tout un tas d'alternatives en fait. Dans le monde moderne, on est très fort pour chercher toutes les alternatives possibles pour ne pas aller ressentir l'émotion, parce que c'est vrai qu'on a peut-être dans notre éducation un peu trop associé l'émotion à la faiblesse en fait. C'est une personne émotive, c'est une personne un peu faible. Donc non, tout va bien, on doit être fort, on doit aller de l'avant et surtout on ne doit pas trop écouter tout ça. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, beaucoup de personnes, en fait, se sont déconnectées de cette part de ressenti corporel en lien avec les émotions. Un exemple aussi qui est assez flagrant, c'est une personne qui s'énerve, qui commence à parler de manière agressive, et puis quand on lui fait remarquer, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère? Ah non, non, je ne suis pas en colère. Ça, c'est aussi un exemple qui est assez flagrant. Ah d'accord. Mais c'est tout un exercice nouveau, oui, de Oui, revenir tout à dans le fait. corps. Ce que j'explique souvent, c'est que l'émotion va transporter le message. C'est-à-dire que si je ne suis pas en contact avec l'émotion, comme tu viens de l'évoquer, je pense que ton exemple est très, très clair, c'est que je peux communiquer une information et ne pas être sur la bonne émotion, mais je n'en suis pas conscient. Et donc, forcément, l'impact est différent. La personne qui reçoit le message, elle ne comprend pas ce qu'elle entend versus le ton de la voix ou l'émotion qui passe directement. Et ce que j'explique, c'est que les mots sont décodés par le cerveau, mais l'émotion passe directement. C'est-à-dire que même si je ne comprends pas la langue, je vais ressentir l'émotion de la personne qui me parle.
Ça, c'est tout à fait vrai dans l'éducation avec les enfants. On voit que c'est vrai que c'est très dommageable pour les enfants parce qu'on va leur dire quelque chose où on a l'impression d'être complètement aligné avec ce qu'on dit. Puis en fait, au fond, on a une émotion qui va complètement à l'encontre. Et l'enfant, lui, il est beaucoup plus sensible à l'émotion qu'on dégage qu'aux mots qu'on va dire. Et du coup, il se crée une sorte de dissonance entre les deux, en fait. Mais c'est la même chose chez l'adulte, en fait. On ne se rend pas compte, mais on est toujours très intuitif et finalement, on ressent tout ça, même si c'est de manière inconsciente. Alors, je suis le papa qui parle à son enfant. Bon, là, papa, il n'est vraiment pas content, là. La prochaine fois, tu vas aller dans ta chambre. Je ne te le répète plus. La prochaine fois, là, tu vas aller dans ta chambre. Qu'est-ce que l'enfant comprend? Est-ce que l'enfant ressent cette menace, ce ton autoritaire? Pas du tout, hein. Alors, le message ne concorde pas avec l'émotion. Oui, souvent, c'est même l'inverse, en fait, qui est le plus dangereux, c'est-à-dire, c'est quand on dit dans les mots quelque chose où tout va bien, mais ne t'inquiète pas, etc., etc. Puis en fait, ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est de l'angoisse, c'est du stress, c'est de la colère, etc. Donc on dit à l'enfant, mais tout va bien, ou dans la manipulation aussi, il y a tout un tas d'exemples où la personne en fait va donner un message qui n'est pas celui qu'elle porte à l'intérieur. Donc quand c'est parce qu'on reste trop calme, finalement c'est presque le moins grave pour l'enfant, même si en effet du coup on a peut-être plus de mal à se faire respecter. Mais c'est plus grave quand c'est l'inverse, en fait. Quand, Et le dernier exemple, je coach des pilotes d'avion mhm, et ce mhm, que je leur enseigne, c'est à avoir une voix très posée, très calme et un ton détaché. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes se sont rendues compte que si le pilote est préoccupé et stressé, si sa voix est haute, elle est aiguë, les gens automatiquement ressentent le stress et ça insécurise la plupart des passagers. C'est quand même assez curieux, hein? Donc, ça a un impact c'est vrai que vraiment ouais. direct. Et ce qui est reconnu maintenant, c'est que les basses fréquences sont les fréquences de la confiance. Alors, plus la Mhm. voix elle est posée, plus c'est rassurant et réconfortant. Mais on a parlé tantôt du trauma, du lien entre trauma et émotion. Comment tu pourrais faire ce lien? Comment tu pourrais nous expliquer Alors, pour... en fait, c'est là où, après toutes ces années à essayer d'expliquer les émotions avec l'axe du subjectif et de l'objectif, c'est-à-dire, voilà, l'élément déclencheur, ça peut être un événement ou ça peut être des pensées, donc ça, c'est le subjectif. L'événement, ce sera la situation objective. Et puis, il y a tout un tas de réactions à l'intérieur, des réactions neurochimiques et physiologique avec, on sait par exemple que la peur et la colère, les deux vont accélérer le pouls, il y en a, la colère va aussi accélérer la température, etc., modifier la respiration et donc déclencher toute une tempête hormonale. Et puis va en découler en fait un ressenti de plaisir ou au contraire de déplaisir. Donc on va essayer de reproduire ou au contraire de stopper cette émotion qui est désagréable. Et puis, on va l'imprimer dans notre corps, dans notre cerveau. Donc ça, c'est la compréhension que j'avais avant de rencontrer les Peak States. Et puis finalement, j'essayais de voir, OK, est-ce que finalement la peur, elle est quand même souvent dans le ventre, puis finalement, on se rend compte que dans l'expérience, non, des fois, pour certaines personnes, elle va se situer dans le ventre. Des fois, la personne elle va paniquer, elle va sentir une pression sur la poitrine. Des fois, elle va sentir sa gorge serrée. Donc, en fait, il y a autant de manifestations de l'ordre du ressenti corporel que d'émotions. Et finalement, on ne peut pas dire la peur, elle se situe ici ou là dans le corps. Donc là, du coup, la compréhension d'une émotion puis des composantes physiologiques collait plus complètement. Et en fait, ce que les Peak States nous apprennent, c'est qu'en fait, chaque émotion va être en lien avec un traumatisme qui se vit au niveau biologique. En fait, le blocage d'un gène, donc un blocage épigénétique, à un moment donné, lors d'un traumatisme, qui peut être très ancien, qui souvent est très ancien, il va y avoir un blocage au niveau du gène, ce qui fait que le corps n'a pas la protéine dont il a besoin au moment où il vit une situation et où il aurait besoin de certaines actions ou autres pour rester calme, paisible et léger. Et du coup, l'émotion, c'est le résultat du manque, du blocage de cette protéine, ce qui fait que ça génère une sensation dans le corps
physique parce qu'on n'est pas calme, paisible et léger. Du coup, dans les peak states, on va définir l'émotion par cette absence de calme, de paix et de légèreté dans le corps. Donc déjà, ça clarifie un petit peu c'est quoi une émotion. Absolument. Et c'est pour cette raison aussi qu'à chaque fois que je revis cette situation, je ressens les mêmes émotions. Exact. Parce qu'à chaque fois, tu auras besoin de la même protéine et en fait, tu ne l'as pas parce que le gène est bloqué, donc l'ARN messager est bloqué et donc la protéine ne peut pas être traduite. On peut difficilement, toi et moi, de cette façon, euh, comment dire, amener des techniques ou enseigner aux gens parce qu'on travaille vraiment avec les gens pour d'abord faire la collecte des ressentis, des émotions, mais peut-être qu'on pourrait proposer un petit exercice d'intériorisation. Peut-être qu'on pourrait, si tu es d'accord, proposer un exercice pour permettre aux gens de connecter avec ce qu'ils ressentent comme sensation et émotion. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, ce serait une très bonne idée. Alors, on se laisse guider par toi, Céline. OK. Alors, une des choses qu'on peut faire pour se rendre compte de ce qui se passe dans le corps, c'est déjà tout simplement de fermer les yeux. Parce que déjà, l'acte de fermer les yeux, ça nous permet de s'intérioriser et d'avoir cette conscience de ce qui se passe dans le corps. Et sans forcément avoir l'intention de travailler sur une émotion précise, mais on peut déjà, avec notre attention, observer ce qui se passe dans le corps. Observer justement si on se sent calme dans notre tête ou s'il y a des pensées, s'il y a des souvenirs qui nous reviennent de ce qui s'est passé il y a quelques minutes, il y a quelques heures, il y a quelques jours. Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir le cœur en paix? Ou est-ce qu'il y a une émotion, un petit pincement, une peur, un stress, de la tristesse, quelque chose qui manque? Et on peut observer au niveau de notre corps, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus lourds ou noués, tendus, ou même douloureux? Et donc simplement par ce petit exercice d'introspection, en fait, on peut déjà scanner le corps. Et là, vous allez déjà pouvoir prendre conscience probablement qu'il y a des petites choses qui ne sont pas calmes, qui ne sont pas paisibles et qui ne sont pas légères. Et c'est vrai que ce premier exercice, en fait, de prise de conscience, elle est extrêmement importante. Moi, je dis souvent qu'avec les peak states, on peut emmener la personne qui vient avec justement une émotion ou une problématique, on peut l'amener à la libérer. Par contre, le travail qui se fait en amont, c'est-à-dire de prise de conscience, on a besoin d'autres outils en fait. Donc la méditation ou ce travail d'introspection, c'est une part essentielle en fait pour cheminer vers soi et pour évoluer. Peut-être toi, est-ce que tu as des outils que tu proposes aussi pour cette Moi, j'ajoute partie de prise de conscience? l'acceptation. J'ajoute à l'exercice qu'on vient de vivre, je dis simplement à mes clients, bon, il y a une émotion à tel endroit, accepte simplement l'émotion, accepte sans la lutter, laisse-la évoluer. Pour moi, émotion, ça se décompose de la façon suivante. Emotion. E pour énergie, motion pour mouvement. C'est comme l'émotion, au lieu de la coincer dans le corps, c'est de la laisser évoluer. Étymologiquement, c'est l'origine en effet du mot en plus. Et je dis, Movere. respire en ressentant cette émotion, respire simplement en acceptant cette émotion. Et souvent, pour faire le lien avec les techniques de Peak States, de l'Institute for the Study of Peak States, ben, les gens au départ peuvent penser que c'est difficile, mais ce matin, vous venez de vivre, aujourd'hui, vous venez de vivre l'expérience. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais aujourd'hui, vous venez de vivre l'expérience et finalement, ça fait du bien. C'est simple. Et tout le monde, c'est accessible à tout le monde.
Et c'est vrai que c'est juste cette histoire du regard, en fait. Dans notre vie, on a tellement de stimulation extérieure, on est sans arrêt sur le téléphone, sur nos écrans ou dans les interactions, mais on est rarement à l'intérieur, à part les personnes qui ont l'habitude et qui méditent, par exemple. Mais souvent, c'est un travail qui est pas évident, qui est pas naturel, qui est plus naturel malheureusement. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel quand même d'être connecté avec notre ressenti. Si on regarde dans les tribus ou même au cours de l'évolution, en fait, l'homme était très connecté avec son environnement, puisque c'est ce qui lui permet en effet de survivre. L'émotion à la base, c'est ce qui nous permet d'être connecté avec justement sentir le danger ou sentir où est-ce qu'il y a un potentiel pour trouver de la nourriture ou de l'eau, ou etc. Comme les Donc à animaux. la base, voilà, à la base, nos émotions, elles nous permettent d'être en lien avec l'environnement. Et aujourd'hui, de se reconnecter à ces émotions, ça nous permet aussi de retrouver le lien avec l'environnement, mais un lien qui est sain. Oui, tout à fait. Ce que je propose pour notre prochaine capsule, c'est d'aborder les différents traumas. Comme Mhm. aujourd'hui, on a à peine effleuré le sujet, si tu es d'accord, ce serait intéressant d'aller un peu plus en profondeur sur les différents types de traumas. Ah oui, surtout qu'il y aura matière à décliner chacun des traumatismes. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas sur aussi des situations de vie, parce que comme ça, on peut vous répondre directement sur les sujets qui vous concernent et qui vous intéressent. C'est vraiment super. Alors, Céline, je respire, je reste dans mon corps, connecté à ce que je ressens et je vis Mhm. la journée de cette façon. C'est ce que je vous C'est suggère. génial. Et alors, j'ajouterais juste une petite chose. Un des premiers exercices que moi j'avais fait à l'époque dans ce cheminement de conscience, c'est justement la respiration et simplement prendre conscience qu'on respire. Et ça paraît tout bête. Probablement, on pourra parler aussi des différents types de respiration, etc. Mais le fait de porter attention à son ventre et d'amener la respiration justement dans le ventre et de 2, 3, 4 fois dans la journée de penser, tiens, comment est-ce que je respire? Je remets l'attention sur ma respiration. Et moi, je sais que ça, c'est un des petits exercices qui m'a permis de faire un pas considérable vers la conscience. Parce que le fait de prendre conscience de ma respiration m'a amené ensuite à pouvoir prendre conscience de mes émotions. Et du coup, la boucle est bouclée. Ce que je lance souvent en citation, c'est « Montre-moi comment tu respires et je te dirai comment tu communiques. » Parce qu'il y a un lien direct entre la respiration et la communication. Mais ça, on pourra en parler un peu plus tard. Je me réjouis d'avancer et de pouvoir aborder tous ces sujets avec toi, Stéphane. Ben, moi, de même. Merci, Céline. Merci, au revoir. À une prochaine.